Je suis conservateur de la réserve naturelle régionale des Bocages d'Antonin, donc géré par l'association. Donc c'est un petit espace bocager de vraiment qui n'a pas évolué depuis plusieurs centaines d'années, et où il y a des pratiques agricoles. Et une des thématiques, voilà, nous on essaie de proposer tout au long de la réserve, une fois par an, des activités en lien avec le bocage. Et une des activités prépondérantes, c'est vraiment l'élevage, l'agriculture. On ne peut pas imaginer conserver la réserve sans activité d'élevage, en fait. S'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de bocage. Donc voilà, et là cette année, on avait envie de proposer une conférence en lien avec l'élevage et le bocage, en ayant des aspects économiques, le nerf de la guerre, je veux dire, et environnementaux, pour montrer que ce n'est pas incompatible, qu'il y a plein de choses qui sont. Et du coup, voilà, c'est une soirée qu'on co-organise avec le syndicat des eaux du Centre-Ouest. Et du coup, on a demandé à l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, de venir intervenir ce soir. Donc Vincent va se présenter ensuite. Donc voilà, c'est une soirée aussi qui va être filmée. Donc j'espère que personne n'est opposé à ce. Mais voilà, après, le but c'est de mettre ça sur de garder une trace, de mettre ça sur nos sites internet. Et puis aussi, c'est une soirée qui se veut basée sur l'échange, donc il ne faut pas hésiter à intervenir. Voilà, je pense que Vincent, au contraire, on va découper la soirée sous forme de thématique. Et on va se garder 10 minutes à chaque fois pour essayer de discuter. Et puis à la fin, on aura une discussion plus large sur tout ce qu'a abordé Vincent. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à intervenir, il n'y a pas de souci, au contraire. Vincent n'a pas envie de faire un monologue, c'est qu'il m'écoute. Donc voilà, question, pas de questions bêtes, il ne faut pas hésiter. Voilà, et je te laisse. Ouais, je vais juste dire un tout petit mot sur le syndicat des eaux du Centre-Ouest qui co-organise cette conférence. Le syndicat des eaux du Centre-Ouest, c'est à peu près 2,5 millions de mètres cubes produits chaque année pour desservir environ 38 000 habitants. Depuis les abords du Nord jusqu'à dans la Gâchine. Et donc c'est 23 personnes qui travaillent pour produire cette eau de la meilleure qualité possible. Et on a donc un programme qui est répandu en Deux-Sèvres, puisque le département a été un peu pilote sur la mise en place de ces programmes de protection. On a un programme ressources qui met en place un certain nombre d'actions pour préserver la qualité de l'eau. Donc c'est dans le cadre de ces actions qu'on s'associe à l'événement de ce soir. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous avez des questions plus tard dans la soirée sur l'eau, le syndicat, ses actions, etc., n'hésitez pas. Je laisse la parole à Vincent Manville. Merci. Donc je me présente, je m'appelle Vincent Manville, je travaille à l'Institut de l'élevage, je suis responsable de programme. Et donc, ce qu'on a prévu avec... je vous présenterai l'Institut de l'élevage en 2 mots. Mais ce qu'on a prévu avec Alexandre, c'est justement, les règles du jeu, c'est on présente de façon pragmatique une thématique et on ouvre un débat. Donc, faut y aller, quoi. Faut pas que... on viendra vous chercher si vous avez un petit peu peur au départ, mais après, il faut faire monter un peu les... Il y a des questions, il y a des choses qui peuvent être présentées sur lesquelles vous avez peut-être une autre idée. Donc là-dessus, moi, je suis complètement ouvert à ces approches-là. Ce qu'on va essayer, c'est de faire quelque chose qui est un peu à l'interface de la science, des pratiques agricoles, et puis projeter un petit peu les impacts environnementaux. On va parler de nitrates, on va parler de gaz à effet de serre, on va parler de biodiversité. J'en parlerai pas comme Alexandre, forcément, mais on va voir ce qu'on essaye de mettre en place pour la profession agricole au sens éleveur du terme. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y a comme autre thème, mais peu importe, fertilité des sols, où là, il y a vraiment un enjeu pour les générations qui viennent, ou à venir. Donc, l'Institut de l'élevage, très rapidement, c'est un institut technique de recherche appliquée et d'appui au développement agricole. Donc, on est 230 à l'Institut de l'élevage. Il y a un peu de tromperie sur la marchandise, parce qu'en fait, ce n'est pas Institut de l'élevage qui regroupe tout l'élevage, c'est l'élevage d'herbivores. Donc, il comprend les vaches laitières, les vaches allaitantes, les caprins, les ovins, un peu les chevaux, tout ce qui bouffe de l'herbe en fait. Donc à l'Institut de l'élevage, on fait quoi? On fait de la génétique, donc des programmes génétiques qui sont mis en place donc avec des systèmes d'information, de collecte de la performance, etc., que ce soit en lait, en viande, avec donc les organisations, on va dire, les organisations locales de la génétique. On a un département qui s'appelle technique d'élevage et qualité, et sur lequel donc on travaille sur la qualité de la viande, la qualité du lait,
mais au sens, par exemple, au niveau du lait, on fait de la prédiction en prenant le lait de la vache et on regarde si en fait elle n'est pas en trouble métabolique, c'est-à-dire que le niveau d'alimentation ne génère pas en elle des troubles métaboliques type acidose ou alcalose ou autre. Donc on fait ce type de programme-là toujours en interface avec l'INRA. On a un service économie, et puis il y a des services transversaux, systèmes d'information, etc. Moi je travaille dans un service qui s'appelle le service environnement, et puis voilà. On est 230, 80% est délocalisé dans les régions, 20% sont au siège qui est à Paris. Voilà, donc Institut de l'élevage, herbivore. On pourra parler un peu de porc si vous voulez, mais pas trop. Donc les règles du jeu, je présente, il y a 3 diapos par thématique. Si je présente par exemple, donc la présentation doit être assez constante en fait, hein, c'est quoi le phénomène ? Comment on le mesure ou comment on l'a mesuré et quelles sont les réponses qu'on peut y apporter. Si le phénomène, vous voulez une explication complémentaire ou supplémentaire, si je peux la donner, vous m'arrêtez. Donc n'hésitez pas à m'arrêter en cours, je ne vais pas faire un truc qui descend. Et déjà ça commence mal parce que là je fais un truc qui descend. Juste si vous intervenez, vous présentez en deux mots, quoi. Vous dites qui vous êtes, enfin, ce que vous faites ou si vous êtes dans le milieu agricole ou pas dans le milieu agricole ou autre, ou d'une ONG spécifique. Voilà, enfin je préfère comme ça. Comme ça on peut approprier la réponse. Voilà, ça vous va? Je voulais juste poser une petite question rapidement, savoir le nombre d'agriculteurs éventuellement dans la salle. Et anciens agriculteurs, vous travaillez dans l'agriculture. Voilà, ça tombe bien parce qu'on va discuter des pratiques agricoles. Alors de façon très directe. Hein, donc je ne fais pas de langue de bois, vous allez le voir. Voilà, donc en gros, hein, le travail qu'on va essayer de faire là, ou la discussion qu'on va essayer d'engager, en fait, c'est de se dire, l'élevage d'herbivores, effectivement, il génère des impacts, alors plus ou moins grossis par la presse, plus ou moins minimisés par la profession agricole, ou le contraire. En tout cas, il y a des fois des choses qui ne sont pas forcément claires, et d'un côté et de l'autre. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lever un petit peu ça, sans prétention, hein, mais de lever un petit peu certains points, comme sur les gaz à effet de serre. On va voir, il y a peut-être des choses que je vous apporterai en termes d'idées et aussi de raisonnement. Et donc, en fait, si on prend les compartiments pour lesquels on a en fait un vrai challenge à relever au niveau des herbivores, c'est effectivement l'air, donc avec l'ammoniac, les gaz à effet de serre, les odeurs et nuisances, les sols. On a engagé un peu sur fertilité des sols, on verra comment on définit la problématique de la fertilité des sols, où on en est au niveau des sols en France, quelles menaces pèsent sur ces derniers, qui sont quand même le support à tout. L'eau et la biodiversité qu'on a rajouté, qui est un point qui est assez important, puisque les fonctions qu'assure la biodiversité, c'est les services écologiques qui sont rendus à l'homme et qu'il utilise plus ou moins bien, qu'il utilise pour produire des biens agricoles et quelquefois qui auront certaines fonctions qui vont limiter justement l'apport de ces services pour réguler et autres. Voilà. Ça fait peur déjà, ça. C'est là où il y a le plus de texte. Juste, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur l'évolution de l'agriculture. Placer l'agriculture en France, faire un petit focus local. On prend Poitou-Charentes, hein, on ne va pas prendre ici à Saint-Marc-la-Lande. Hein. Donc, juste pour voir un peu comment évoluent les espèces animales, les couvertures de sol, etc. Deuxièmement, on fera un point sur la qualité de l'eau. Ça tombe bien. Et donc, on a des études, enfin une étude que je vous présenterai de façon très rapide, enfin au moins la carte, et qui vous montre un petit peu comment et quelles sont les tendances qui s'affichent sur l'eau en France. Et puis, on fera un focus aussi pour Poitou-Charentes. Fertilité des sols, donc je vous l'ai dit. Changement climatique, c'est à la mode, et puis en plus, on parle d'empreinte sur les produits. Il faudra marquer combien de CO2 coûte 1 kg de viande bovine, combien coûte en équivalent CO2 1 kg de lait ou des céréales.
On essaiera de discuter autour de ça. La biodiversité, je pense qu'Alexandre pourra rajouter peut-être des choses dessus, d'ailleurs sur tous les thèmes, hein, tout ça, ça touche à la biodiversité. Et puis enfin, je vais essayer de vous faire la démonstration, enfin en tout cas, on va essayer de savoir si on peut concilier revenu agricole et protection de l'environnement. Ça vous va comme programme? Donc on essaie de séquencer 5 minutes sur la thématique. Débat. Posez des questions ou complétez ce qui est dit, donnez vos points de vue, on est là pour ça. Parfait. On lance la machine. Alors, système de production en France. Ça, c'est une carte un peu bateau, mais on va replacer un petit peu le contexte. Donc sur l'ouest, on retrouve une zone d'élevage qui est en bleu, là. Donc c'est la Bretagne, avec une partie de Pays de Loire et une partie de Poitou-Charentes. Donc c'est des systèmes d'élevage qu'on retrouve là, bovins, porcs, granivores. 80% des granivores se trouvent là, sur cette zone-là. Granivores, volailles, porcs. Donc on est souvent sur des systèmes avec des cultures fourragères dites annuelles ou pluriannuelles, la prairie permanente, la prairie temporaire, pardon, 2, 3, 4, 5 ans. On retrouve quand même de la prairie permanente. Les zones céréalières du bassin du centre, enfin du bassin parisien. On retrouve la partie aussi sur Midi-Py. Donc là, il n'y a pratiquement pas d'élevage. Il reste un peu d'élevage, mais c'est vraiment à la marge. On a la partie des zones herbagères du nord-ouest, donc avec la Grande Normandie. On retrouve des vaches laitières, en l'occurrence. Il y a un peu des cultures qui commencent à se développer là en dessous de Caen. Et sur la partie Avranchin aussi, quand on tend vers la Bretagne. Et puis enfin, on va retrouver des zones de montagne dites moyennes, hein, la Franche-Comté, le massif central, et puis voilà. Voilà la carte qu'il faut avoir, puis la zone plus sèche qu'on va retrouver sur la partie sud-ouest. On va voir où se trouvent les élevages maintenant, parce qu'autant le faire comme ça. Bon, en gros, en clair, hein, un moyen mémotechnique pour se dire que finalement, il y a une croissance sur la partie laitière. Tout ce qui est en bleu, c'est la partie laitière. Hein. Les systèmes laitiers se répartissent comme ça sur la France, s'allongent les bords, donc il y a l'arc atlantique, et ensuite ça redescend sur la partie est de la France en montant par le nord. Les parties ovines, elles se trouvent sur ces parties-là, ici, Limousin, Poitou-Charentes, et en fait sur PACA. Qu'est-ce qu'on retrouve après dans la zone allaitante? La zone allaitante, vous en êtes proche, hein, le Limousin, c'est une zone allaitante. Il y a un petit peu d'allaitante sur le nord de Poitou-Charentes, la partie qui touche la Vendée, là, où on retrouve des élevages qui étaient initialement des élevages d'engraissement, mais des élevages allaitants qui sont assez... qui sont sur des petites surfaces avec beaucoup de vaches. Et qu'est-ce que j'ai oublié en Poitou-Charentes? Voilà, c'est le bastion de la chèvre français, presque. Hein? Sans oublier qu'il y a des chèvres aussi en région centre, puis qu'on retrouve quand même dans le sud-ouest. Mais en tout cas, Poitou-Charentes, c'est la chèvre laitière, zéro de pâturage et 1000 litres. Voilà, on passe ça. Vous avez des questions sur ces cartes? Vous avez le panorama. Focus sur Poitou-Charentes. J'y suis vraiment allé, j'ai fait des découpes de petites cartes comme ça, j'ai trouvé que ça pouvait illustrer. Que se passe-t-il en matière de vaches laitières en Poitou-Charentes depuis 10 ans? Donc entre 2000 et 2010. Et puis ensuite avec une petite remarque sur 2012. Donc en fait, on est en perte très très importante d'effectifs laitiers. L'effectif laitier disparaît au profit des grandes cultures. Au niveau des allaitants, donc la partie, vous arrivez à lire les légendes, hein? Donc en rouge, c'est quand ça augmente, en vert, c'est quand ça diminue. Moi, j'aurais fait le contraire, mon collègue a préféré ça. Donc en allaitant, il y a quand même des augmentations sur les bordures du Limousin, il y a un phénomène d'attraction là. Et puis aussi un petit peu sur la partie, on va dire, qui jouxte la Vendée. Il y a quelques petits points. En brebis, c'est aussi la chute de l'élevage. Donc on perd beaucoup d'effectifs. Et enfin, en chèvre, la tendance s'inverse. On retrouve des effectifs de chèvres qui sont en croissance.
Comment vous les expliquez? Il y a des éleveurs de caprins? Des éleveurs laitiers? C'est juste ou pas ce que je dis? Comment vous expliquez l'augmentation, la croissance des effectifs? Si vous pouvez compléter... Oui? C'est les troupeaux qui grossissent donc, hein? D'accord. Il y a des éleveurs de moutons? C'était quand même avant la crise caprine, hein, aussi. Est-ce que ça n'a pas tempéré un petit peu la crise de 2011-2012 C'est cyclique en caprin, hein? Ah non, c'était plus cyclique. C'était cyclique quand je m'en occupais, moi. Mais c'était en 90 jusqu'en 2000. Il y avait des phénomènes... On a une décroissance au niveau d'installation, renouvellement de génération aussi fort que... Je parlais sur les prix, hein, les prix côté cyclique. Non, mais c'est pas sur les prix, sur le nombre d'exploitations. On a une déprise actuellement. D'accord. On arrive, malgré des prix élevés depuis 1 an, 2 ans, il n'y a pas de renouvellement de génération en conséquence. Donc, la décroissance va s'amplifier dans le temps. En termes d'éleveurs. En termes d'effectifs, donc les exploitations grossissent, mais ne trouvent pas de successeurs. Bah, Oui, mais c'était entre 2000, d'accord. Et donc ça rediminuerait maintenant? il y a une stabilisation, voire à la baisse. D'accord. Et en moutons, il y a des éleveurs de moutons? Parlez-nous un peu des effectifs, là, votre point de vue là, sur Poitou-Charentes. Dites-nous les prix, la production, la difficulté à s'installer, les jeunes. Là. Dites-nous un peu votre point de vue là, sur le sujet. Moi, je suis en bonne encore, j'ai presque plus de moutons liés aux conditions climatiques. Avec les sécheresses, on n'arrive plus, donc j'arrive plus. J'ai presque plus de brebis, j'ai des vents. Donc c'était un système mixte, en fait, bovin-ovin. Les brebis, c'est beaucoup moins ces sécheresses, beaucoup de sécheresses qui se succèdent dans l'année. Bon, les prix, ça se maintient, ça va. Maintenant, le mouton est en train de devenir un élevage hors sol, quasiment. Donc c'est des gens spécialisés, ils font ça quasiment hors sol. C'est-à-dire de l'agneau de bergerie, quoi. C'est ça? De l'agneau de bergerie? Oui, c'est 98% d'agneaux de bergerie. Quelques brebis qui vont dedans. La brebis, c'est la chèvre du pot. Bon, si, Pourquoi vous dites ça? non, mais ça a toujours, depuis plusieurs années, ça a été une production qui a été délaissée, qui n'a pas été mise en avant non plus par les structures qui installent les jeunes. Hein. Moi, comme je me suis installé, je suis en double production, mouton et puis vache allaitante. Combien, vite fait, le système? Dites voir, combien de SAU? 130 brebis, Et combien de vaches allaitantes? 65 vaches, Sur combien d'hectares? 67 hectares. D'accord. C'est chargé. Ouais. Ouais, c'est... Je vous en prie. Vous terminez, peut-être C'est vrai qu'il n'y a pas eu une politique de forte installation. Là, il commence à se réveiller un petit peu, là, mais à mon avis, c'est beaucoup trop tard. Et puis, c'est très pénible, parce que c'est pas trop mécanisé. Enfin, Oui, il y a un travail, de manutention et ça va encore diminuer. Ben là, c'est quand même l'amorce est bien partie. Je vais donner la parole à monsieur, puis après on revient vers vous. Oui, c'est une question. Marie Perrin, je suis dans les assistants de protection de l'environnement, je ne suis pas du tout du métier. Mais c'est peut-être transparent d'après. Ce qui serait intéressant, d'après ce que j'ai compris, c'est de coupler les effectifs et puis le nombre d'exploitations. J'en ai pas parlé de nombre d'exploitations. Parce que vous y aviez bien parlé. J'ai voulu passer assez vite ça, c'est de dire que les effectifs, en fait, on a une tendance forte à la céréalisation dans cette zone. Après, les situations de non-reprise, c'est des situations qui sont un peu récurrentes au niveau national. Hein. Non, mais j'ai compris que les effectifs par exploitation étaient un paramètre important. Les effectifs d'animaux? Oui, mais là, en fait, on est sur des situations où on a plus de conversion de sol. Les gens vont partir à retourner les sols, etc. Ce qu'on va avoir, en fait, les effets qui vont derrière. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Hein. Ça céréalise. La PAC de 92, il n'y est pas pour rien. Enfin, les restes de la PAC de 92. Parce que 92, c'était quand même, on privilégie les grandes cultures, on privilégie le maïs pour l'élevage et on néglige l'herbe. C'est quand même un peu ça, même s'il y a eu le bol de la PHAE2. Je ne sais pas si vous étiez potentiellement... Je ne crois pas, vous, en système mixte, vous ne pouvez pas être dedans. Puisqu'en fait, il y avait un plafonnement en termes de chargement. Voilà, donc moi, sur les effectifs, le nombre d'agriculteurs, etc., on a vu en gros combien on avait de systèmes sur la carte avant.
c'était les nombres d'exploitations. On pourrait y revenir, mais je n'ai pas de statistiques en tête, mais je pourrais rechercher s'il y a des questions plus précises dessus. Voilà, donc ça, c'est le panorama. Baisse de l'élevage, à part les caprins, tendance à la céréalisation. Je ne vous ai pas mis l'occupation des surfaces de sol, on le verra après sur une carte après, qui est proposée sur les nitrates. Est-ce que c'est lié, est-ce que ça va aussi avec l'intensification ou pas de ceux qui restent en élevage? Ceux qui restent en élevage? Ouais. Est-ce que ça s'intensifie? Est-ce que le nombre... Je reviens sur la question. Hein. Donc l'intensification, on parlait d'intensification de l'élevage? De l'élevage. Moins d'exploitants, si les troupeaux augmentent, voilà. Bah, en tout cas, là, il y a un truc qui est sûr. Là, ici, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand on voit qu'on est à moins 30% des effectifs ici, ceux qui restent, bah, on peut retrouver sûrement des gammes qui vont de 6 000 litres, si on parle d'intensification à la vache laitière, à 10 000. On va retrouver toutes les gammes, vraisemblablement. Et des systèmes qui sont surtout arc-boutés sur le maïs, vraisemblablement aussi. Oui, mais Voilà. quand vous dites 30% de cette école, mais la production au niveau du territoire est pratiquement restée globale. Donc il y a eu une augmentation de la production par vache laitière, donc on a maintenu les volumes, et donc c'est vrai que c'est un mot qui fait peur à tout le monde, l'intensification. Non, on a augmenté la productivité du travail par UMO. Voilà. Mais si vous avez... Il y a une nuance. Donc l'augmentation... Alors ça peut être traduit par une intensification, non, c'est une augmentation de la productivité qui a permis de maintenir les UMO et des revenus à peu près stables au niveau des exploitations laitières. Maintenant, est-ce que ça va être... Donc en France, on était en gros à 4,2 millions de vaches laitières en 2000. On est à 3,7 millions maintenant. Donc en fait, il y a une augmentation un peu de la performance animale qui est faite. Il y a du progrès génétique derrière. Il y a de la bouffe qui va derrière. Donc il y a deux notions dans l'intensification. Il y a l'intensification animale, c'est-à-dire la performance qu'on lui demande, mais il y a aussi l'intensification des sols. Et c'est pas toujours... Sachant qu'il y a aussi, c'est du Global France, ça, 4,2 millions, 3,7 millions, et il y a des zones, certainement Poitou-Charentes n'est pas la zone qui a progressé le plus en termes d'intensification par vache. Mais des zones comme la Bretagne, par exemple, on a mis de plus en plus on met de plus en plus de maïs dans les rations, là on gagne en intensification. Bah, les sorties de quotas, c'était le mot, c'est si demain le prix du litre de lait chute, il va falloir faire de l'économie d'échelle et augmenter la performance par vache. Donc ça, c'était ce qui était dit. Hein. Maintenant, on se rend compte qu'au niveau revenu, il y a une étude qui n'est pas sortie, mais que mes collègues ont bossé en macroéconomie, c'est qu'en fait, ce n'est pas ceux qui font le plus de performance à 10 000 qui s'en sortent le mieux. Hein. C'est plutôt ceux qui se situeraient autour de 6 000 à 7 000 avec une utilisation de la ressource très locale, en gardant de l'herbe, etc. Je ne veux pas dévoiler leur étude, c'est... Juste UMO, parce que tout le monde n'est pas forcément... Unité de main-d'œuvre. Voilà. Faut pas hésiter à préciser le genre d'acronyme pour tout le monde. Voilà. Je vous ai... Oui. Un homme. Je voulais revenir sur le mouton, là. Je pense pas que le mouton soit en termes de vitesse. Moi, je suis sélectionneur, on vend des reproducteurs, on s'aperçoit c'est que les productions de moutons se déplacent, mais en gros, on va avoir des moutons dans les zones céréalières, par contre, les moutons fuient les zones herbagères actuellement. Oui, mais là, ce qu'on parle, c'est une baisse de la... en Poitou-Charentes du nombre de moutons. Hein. Ah, c'est une baisse, c'est flagrant. Hein. Oui, mais je ne pense pas que la baisse actuellement, c'est une course en compte. Alors, attention, on est en 2000, ça fait 8 ans. Hein. On a des stats. Autant en bovin, on peut vous donner, parce que la base de données d'identification nous donne en temps réel, à une semaine près, combien on a d'effectifs par zone, autant l'identification en mouton n'est pas réagrégée et le système d'information n'est pas... Donc il y a d'autres phénomènes, peut-être que vous voyez, vous. On ressent au niveau des groupes de sélection que les moutons vont se déplacer, ils ne sont plus là où il y a de l'herbe, ils sont là où il y a... En tout cas, quand on en perd, ils ne reviennent pas. Hein. C'est ce que je vois, moi, depuis 30 ans que je travaille. Hein. Quand on perd de l'élevage par zone. Ils se spécialiseraient sur certaines zones. Oui, mais ils se rendent compte, zone herbagère, vous étiez où soit actuellement. Très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans l'environnement, quoi. Challenge. Voilà. Juste pour les nitrates, donc on va parler un petit peu des problèmes nitriques dans l'eau, en France globalement, mais juste rappeler un petit peu les conditions du phénomène. Donc l'azote, elle passe sous différentes formes quand elle est dans le sol.
elle passe d'une forme organique à une forme de minéralisation, sur une forme ammoniacale. Et ensuite, elle peut passer sous l'effet de micro-organismes, de température, de chaleur, d'hydrolyse, sous la forme nitrique. Et c'est la forme nitrique qui est absorbable. Je fais un truc qui est assez simple. Et enfin, on a une autre fonction qui est possible, c'est l'immobilisation, c'est-à-dire que la forme ammoniacale ou nitrique peut repartir dans l'autre sens. Et quand elle repart dans ce sens-là, en fait, c'est un pool microbien qui va travailler justement pour reconstruire de la complexité. La nature a une fonction, c'est qu'elle passe d'éléments complexes à d'éléments simples, et elle reconstruit, elle fait ça en permanence. C'est pas clair? Donc en fait, on construit une protéine, et puis après on revient à l'élément simple, on reconstruit une protéine, on revient à l'élément simple, à l'azote. Donc c'est, à titre d'exemple, c'est ça. Quand on parle de lixiviation ou de lessivage des nitrates dans l'eau, si on affilie le sol, c'est un peu simplificateur, mais si vous voulez, on peut faire plus compliqué. Si on affilie le sol à une éponge, tout ce qui est sur fertilisation, c'est-à-dire les apports d'azote minéral du commerce, ou des apports d'effluents d'élevage, vont faire que, en fonction de la matière organique qu'on va retrouver dans ce sol-là et de l'activité biologique qu'il y a, on va retrouver plus ou moins une partie de l'azote qui va fuir naturellement parce que le système racinaire n'est pas capable de tout bouffer, mais aussi la surfertilisation fait payer aussi assez cher le tribut à l'eau, puisque en fait les parties qui sont résiduelles à la fin d'une culture, là sur cette période-là, si les rendements on avait mis, je sais pas, pour faire 70 quintaux et qu'on fait que 50, en fait il va rester dans le sol à peu près 60 kg d'azote. Alors ça, on va accepter le côté conjoncture, parce qu'on ne peut pas non plus projeter, mais ça veut dire que derrière, il y a d'autres stratégies qui peuvent être l'augmentation de la matière organique dans les sols qui permet aussi de diminuer cette lixiviation, donc au niveau de notre éponge. Il y a aussi la climatologie, enfin la météo. Si on se retrouve avec des périodes où on a une lame drainante très importante, mon éponge, elle va être remplie, mais à un moment, mon éponge, elle va couler en dessous. Donc en fait, ça veut dire que les formes nitriques, uniquement, vont fuir. Alors elles fuient parce que le complexe argilo-humique est légèrement électriquement négatif. C'est un anion, NO3-. Donc on explique ça un peu simplement, mais c'est que cette forme-là. La forme ammoniacale n'est pas lessivable. Et donc en fait, les facteurs de variation aussi sur la percolation des nitrates ou le lessivage des nitrates, ça va être la texture de sol quand on est dans du sable ou qu'on est dans de l'argile. Si on est dans l'est de la France avec des sols argileux ou quand on se trouve sur le sud-ouest avec des sols qui sont sableux, à pratique égale, on n'a pas le même résultat sur l'eau. Donc il y a un effet milieu quand même assez fort. Et enfin, je vous parlais toujours d'activité biologique du sol, on y reviendra tout à l'heure, mais cette activité biologique du sol, elle a une fonction aussi importante justement pour limiter et réguler ces pertes vers les eaux, qu'elles soient souterraines ou superficielles. Quelqu'un veut compléter? J'ai parlé de l'azote en général. On s'est découvert, c'est bien compris l'azote. Oui. Donc c'est une des stratégies, mais qui a été imposée quand même en zone vulnérable. Ça s'est pas fait volontairement comme ça. En tout cas, c'est une des stratégies. Mais cette année, découvert, c'est compliqué. Non, mais ça va être compliqué de les faire lever. Ou alors ceux qui en ont semé, s'il pleut pas sous 10 jours, je sais pas ce que ça va donner. Donc les couverts, effectivement, on le mettra dans le débat. Mais les couverts sont un argument aussi assez fort en zone de grande culture. Et à d'autres titres aussi. Bon, en gros, moi je vous présente le bruit de fond de l'azote en France. Je vous écoute. Juste pour information, il y a eu une demande de dérogation pour les citons, pour les cultures intermédiaires, qui a été acceptée au Conseil de l'environnement des Deux-Sèvres, au Coders. Oui, parce que si c'est pour semer et puis que rien ne lève, à hauteur de 150 € par hectare le coût de l'implantation, c'est... Il demande à irriguer derrière. S'il n'y a pas d'irrigation. Donc le siège au Coders, du Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CERF Nature Environnement. Bruit de fond de l'azote en France. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on va différencier l'azote organique. L'azote organique, c'est une vache bouffe de l'herbe, elle rejette de l'azote. Elle va fixer de l'azote pour faire du lait et de la viande, sa croissance. Il y a une partie de l'azote qui va se barrer sous forme d'ammoniac. On ne va pas parler des pollutions, on va dire, de l'air.
on parlera plutôt de gaz à effet de serre, mais l'ammoniac, c'est un gaz polluant, c'est pas un gaz à effet de serre. L'ammoniac a la caractéristique suivante, c'est que par exemple, les animaux qui sont dans les bâtiments, les urines qui tombent sur une aire bétonnée, on a une grande quantité d'azote quand on a un petit peu de chaleur, mais même en hiver, une quantité d'azote assez importante qui décolle et qui part sous la forme ammoniacale. C'est en gros 30% de l'azote ammoniacal. Donc l'azote organique, en fait, c'est celle qui est épandable, celle dont on parle. En gros, ici, ça nous donne un état des pressions. Les zones d'élevage sont, on va dire, sous forte pression en azote organique. Plus de 125 quand on se situe dans les zones rouges. Et puis après, on se situe en gros la zone, on va dire, plus intermédiaire. On se trouve à peu près entre 50 et 75 kilos d'azote organique. Donc l'azote organique, elle n'est pas sous forme nitrique uniquement, elle est aussi piégée dans les fesses des tissus, etc., les micro-organismes qui composent cette matière organique. Et quand on prend ensuite les pressions en azote minéral, les pressions en azote minéral, on voit que de toute façon, les zones céréalières, elles, sont très dépendantes de l'azote, puisque c'est un facteur de rendement. Et les zones, on va dire, sous forte pression, c'est les zones qui sont assez colorées, là. Donc on se situe supérieur à 125 kg dans les zones qui sont plus foncées, et entre 120 et 125 ici. Poitou-Charentes, dans la zone, on va dire, très cultivée, se trouve à peu près dans ces gammes-là. On utilise, je crois, en 2010, 105 kg d'azote par hectare de SAU en Poitou-Charentes. J'avais quelques stats. Poitou-Charentes, c'est le 3e consommateur d'azote en France, globalement. On consomme 2,3 millions de tonnes, 2,3 millions de tonnes d'azote. Poitou-Charentes, on consomme 200 000. Premier, c'est région centre. Le deuxième, je ne me souviens plus parce que je n'ai pas de mémoire. Et le troisième, c'est Poitou-Charentes. Alors aussi, c'est en fonction de la quantité de céréales qu'on a sur un secteur. Mais il y a aussi les pressions qu'on met par hectare ou les objectifs de rendement qui sont fixés derrière ces quantités utilisées. Zone vulnérable, ça vous parle? Hors zone vulnérable, la France est coupée en deux. On va dire que les zones qui sont sous forte pression d'azote sont souvent, ça se mesure sur l'eau. Et donc, quand on est à plus de 40 mg pour les eaux souterraines, l'État décide, pour le réseau de surveillance pour lequel donc il y a plein de mesures qui sont faites en France, étend la zone vulnérable, ou alors, quelquefois, retire de la zone vulnérable les communes. C'est à l'échelle de la commune ou de la demi-commune que ça se gère maintenant. Pas simple. Surtout quand on fait des cartes. Mais même pour la gestion après de ça. Qu'est-ce que je disais aussi là-dessus sur la zone vulnérable? Pour les eaux superficielles, il y a un effet, puisque vous êtes en Poitou-Charentes, je ne vais pas le louper, il y a eu l'effet Ségolène. C'est quoi l'effet Ségolène? C'est-à-dire qu'avant, le warning qui était mis pour la zone vulnérable, il était autour de 25, c'était 25 mg pour les eaux superficielles, et il est descendu à 18. Donc c'est pour ça que d'un seul coup, il y a eu un grandissement de certaines zones. Je ne suis pas de politique quand je dis ça, mais ça explique qu'il y a eu un choix de changer le curseur. Et c'est pas l'extension de la zone vulnérable n'était pas liée à une augmentation de la pression nitrique sur les eaux de surface. C'était un effet politique. Et peut-être technique, parce que ça protège les écosystèmes aussi. Hein. On ne va pas parler que de l'eau potable. Hein. Voilà, bruit de fond, vous avez des commentaires à faire sur ces cartes. On voit qu'en fait, on a un négatif, un positif. Hein. Quand on a beaucoup d'azote organique d'un côté, on n'en voit pas beaucoup. On en a en partie quand même en azote minéral. Mais quand on n'a pas d'azote organique, on se retrouve avec le négatif sur les zones de grande culture. Voilà. Alors, on a fait une étude. C'est une étude que j'ai conduite et je la conduis depuis une dizaine d'années. C'est qu'en fait, on ne fait pas de mesure de terrain, on prend le réseau de surveillance d'addirétine nitrate, on a les points de mesure qui sont répartis sur tout le territoire national. Là, on a volontairement pris la zone, on va dire, qui est la plus impactée en France. Et on a regardé, de 92 à 2010, comment évoluait
la teneur nitrique pour ces zones. Donc on a travaillé avec une méthode, je ne vais pas trop la développer parce qu'on peut passer la soirée. En fait, c'est une méthode on reprend les points d'eau et on redonne une valeur avec une formule de distance, une valeur au barycentre du canton. Et ce qui fait qu'on définit du tendanciel et que le chiffre qui est donné, c'est définir du tendanciel et pas du milligramme. Donc je vous parlerai plutôt en points de nitrate. Donc ici, le graphique qui nous dit que c'est des points de nitrate. Donc on a construit un indicateur nitrate pour dégager les tendances. Donc la partie qui est en rouge, elle représente cette partie de Poitou-Charentes. Alors ça, c'est le traitement statistique qui nous fait qu'on a des zones qui sortent de la même façon. Et cette partie, ici, de Midi-Pyrénées, de la région de Midi-Pyrénées. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit donc entre 1993 et 2011? C'est que si on statue par rapport à 97, là où on se retrouvait quand même à une époque où les nitrates continuaient d'évoluer de façon très importante sur le territoire français, eh bien en fait, si on prend en référence ça, on se rend compte qu'on a une augmentation de plus 3 points sur 2010 en termes de nitrates, eaux souterraines, eaux superficielles confondues. Juste, ces indicateurs de pression, en fait, ce qu'on a ici, ce qui est dans les différentes couleurs, c'est des agrégats de cantons. Hein. Donc il y a 14 cartes qui peuvent expliquer cette carte générale. Je ne vais pas la détailler. J'ai même viré une carte, Alexandre, qui était un peu trop compliquée. Mais en clair, ici, on va retrouver des indicateurs, on va dire, assez globaux, qui est la pression en azote organique. Donc ça nous dit bien qu'on est dans une zone de grande culture. C'est 20 kg. Là. Et en fait, la pression en azote minéral est à peu près à 95. Donc c'est un peu conforme à ce que je vous disais sur l'utilisation, qui est à peu près à 100. Et puis, ça représente 8% de la zone vulnérable totale française. Et donc, en gros, si on regarde maintenant la France complète, l'élevage, pour lequel il y a eu quand même plusieurs programmes de maîtrise qui ont été mis en œuvre entre 92, 99, 2002, 2007, il y a une efficacité sur ce programme. Vous allez me dire, ça ne m'étonne pas, il vient de l'Institut d'élevage, il vient de sa soupe. Ça, c'est statistiquement prouvé, c'est honnête, c'est pas du lobbying. Je ne fais pas de lobbying, d'ailleurs. En tout cas, les zones d'élevage, tous les efforts d'investissement qui ont été faits pour, 1, récupérer les effluents, les mettre dans des fosses ou sur des fumières, ça a coûté très cher. En tout cas, il y a un résultat. Et en plus, le deuxième effet, c'est que quand on mesure entre 2010 et 90 les quantités d'azote minéral qui ont été consommées sur Bretagne et Pays de Loire, on est à moins 35%. Donc ça veut dire que les gens, maintenant, ils font de la valorisation agronomique. Donc il y a eu beaucoup de chantiers quand même derrière ça. Si on regarde après le reste, de comment ça évolue, donc entre les dégradations, donc on est sur des améliorations fortes dans les zones d'élevage. On a sur les zones de polyculture élevage, là, qui viennent d'arriver en cercle, là, à Pointillé, on est sur, on va dire, une dégradation faible. Et puis enfin, sur la zone, on va dire, dite de grande culture, on est sur une dégradation aussi faible. On a des cartes de 2015, je n'ai pas voulu les mettre parce qu'elles ne sont pas validées. En tout cas, ça affiche un peu plus fort encore dans les zones du bassin parisien, sur les nouvelles cartes. Voilà. Je vous écoute. Alors, je n'ai pas voulu donner des éléments, mais quelle explique... Il y a un autre phénomène qu'on a abordé tout à l'heure quand on parle de conversion de sol, de l'abandon de l'élevage. Quand on a des zones qui sont en prairie, ou temporaires, ou permanentes, le fait de les retourner, on perd, en gros, on va retrouver dans une prairie 90 tonnes de carbone organique. Le rapport C sur N, c'est 10. Donc en gros, on va retrouver 9 tonnes d'azote. Cet azote-là, il va se débobiner. Il va servir aux cultures, mais il va se débobiner quand même sur les 10 prochaines années. Donc chaque fois qu'on a eu des conversions sur différentes périodes en France, de prairies permanentes ou de prairies temporaires qui sont passées ou en maïs ou alors en grande culture type céréales, eh bien en fait on a payé le tribut sur l'eau. Après ça se stabilise. Mais ça c'est l'effet PAC aussi, c'est pas que l'effet... C'est l'effet PAC. Donc l'agriculteur n'est pas pour grand-chose. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais dit que l'agriculteur il était pour quelque chose, j'explique le phénomène.
moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, au sens où, quand on a privilégié le maïs avec une prime de 92 à presque 2013, enfin, après, il y a eu un peu le Par là, c'est qu'on met beaucoup de rigidité, on enlève à l'agriculteur des marges de manœuvre quand ils ont voulu la dernière PAC bloquer toutes les prairies. Forcément, ça a obligé à la forêt pour avoir une certaine liberté. Alors qu'avant, ça fonctionnait très bien. Faire attention aux décisions qui se prennent très haut et qui ont un impact. Donc en fait, ce qui s'est passé, et moi je trouve que c'est intéressant que vous le souleviez comme ça, c'est quand on est vertueux avec de la prairie, on se trouve menotté. Maintien de la prairie, sinon on déglingue des PHAE2, des choses comme ça, autres. Et en fait, quand on l'est un peu moins, parce qu'on ne fait plus attention à la matière organique de ces sols, on le développera tout à l'heure, finalement, ça marche, la PAC a dopé ça. Hein. Elle aurait dû coupler ça avec aussi se préoccuper de la matière organique dans les sols. On l'abordera tout à l'heure, hein, la matière organique dans les sols, hein, de grande culture, hein, depuis 30 ans. Le pH, ça peut se régler. Je pense que le plus important, on ne va pas déborder sur les sols, la matière organique, c'est fondamental. C'est la vie. Donc, réagissez par rapport à ça, à ces cartes. Je sais pas, vous pouvez parler des mesures qui sont prises là, dans les exploitations agricoles, puisqu'on parlait tout à l'heure de SIPAN. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises dans les cadres des BCAE là, à l'époque. Dites-moi. Ou parlez-vous entre vous. Hein. Donc il y a effectivement les périodes d'épandage. Allez plus loin. Vous voulez pas? Donc il y a les périodes d'épandage pour les effluents d'élevage. Et sur le minéral? Et sur le minéral? Il peut y avoir l'effet des cultures associées. Sur le minéral? Quel encadrement il y a? C'est ce pourquoi l'Europe nous a un peu titillé là, à un moment. Donc il y a les plans prévisionnels de fertilisation. Et avec les graines, vous savez ce que c'est le graine? Donc il y a un arrêté en fait Poitou-Charentes, je pense, et qui doit être peut-être décliné aussi peut-être au niveau département, et où en fait il y a un référentiel sur les quantités d'azote à apporter sur les cultures. Pas max, hein, équilibre. Puisqu'en fait, contrairement à l'Europe, ce qu'ils voulaient nous imposer, ils voulaient nous imposer un plafonnement des quantités d'azote. Et en fait, la France a toujours tenu, même le ministère de l'écologie, à dire non, ça c'est un peu une hérésie de plafonner comme ça, parce qu'il y a des zones qui seraient très sensibles et on va leur tolérer un plafond à 170 par exemple, et d'autres qui sont très productives et sur lesquelles l'azote répond et qui ne seraient pas impactantes. Donc la France a toujours tenu ça. Ça nous a coûté des contentieux, des choses compliquées, mais pour l'instant on n'est plus dans le round d'observation de l'Europe. C'est l'Allemagne qui est dedans, l'Italie et l'Espagne. Donc pour l'instant, voilà. Donc il y a les plans de fumure prévisionnels. Il y a toute la série donc, des SIPAN, enfin de tout ce qui est couverture des sols, max, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bandes végétalisées, voilà, donc qui sont une obligation qui était la conditionnalité. C'est tout. Voilà. Après, il y a les mesures plus contractuelles qui sont prises. Et là, je pense peut-être sur les mesures de protection des captages et autres. Peut-être que vous pouvez dire un mot sur le sujet, parce que moi, je ne suis pas trop spécialiste, mais il y a des mesures très spécifiques qui sont prises, même draconiennes autour des captages. Hein, c'est pas parce qu'on a d'élevage qui est peu intensif qu'à un moment donné, on ne peut pas faire du surpâturage très local et faire descendre des nitrites et des nitrates dans la flotte. Vous pouvez dire quelques... Je ne suis pas le mieux placé, il y a peut-être des gens qui seraient mieux placés que moi pour... parce que c'est pas Quelqu'un peut parler des mesures de protection au captage ou des SAGE, des mesures qui sont mises en place dans les SAGE? Sur les captages, il y a deux choses différentes. Il y a soit la réglementation avec déclaration d'utilité publique, périmètre de protection rapproché. Là, ça Vous êtes qui? Bah là, j'étais à la vue. Vous n'êtes plus personne? Je suis
D'accord, ok, ouais, c'est bien. Ouais. Plusieurs bassins versants d'alimentation captable en Dessert. Effectivement, il y a la partie réglementaire donc avec arrêté préfectoral, déclaration d'utilité publique. Et après, il y a toute la partie volontarisme, donc ça c'est dans le cadre des programmes de ressources, où là notamment c'est de la sensibilisation, des journées techniques, de l'accompagnement, et notamment la plupart des syndicats d'eau sont aussi opérateurs mesures environnementales. Donc ça peut être notamment les mesures système, c'est avoir à l'échelle des zones d'exploitation 65% d'herbes sur lesquelles on peut faire tourner des surfaces en herbe, des limitations en termes d'épandage pour les phytos. Voilà. Par contre, les MAE, c'est du volontarisme. Tout ça, le programme ressources, c'est du volontarisme, c'est pas de la réglementation. Bien sûr. Ouais. Et comment on explique le dysfonctionnement des MAE actuellement depuis 2015? Vous dites dysfonctionnement sur les paiements? En matière de gestion des enveloppes des paiements. Sur les paiements? Oui. C'est un peu comme... aujourd'hui ça? Ah bah moi, je ne suis pas partie vous avez bien compris que je suis ni fonctionnaire, je n'ai rien contre les fonctionnaires, et je travaille pour une entreprise qui est privée. Donc après, c'est le même problème qu'en bio. Je peux poser la question aux porteurs de projets, qui sont le SECO, qui sont les différents programmes ressources qu'il y a eu dans le cadre. Ça, on peut répondre. On subit comme les autres. En fait, on a un certain nombre de contrats où les gens nous disent nous, on ne vous suivra pas sur les suivants parce qu'on n'est déjà pas payé ce qui a été fait il y a quelques années. Et ça, c'est des problèmes internes à l'administration qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les finances pour assurer. Bon, là, normalement, les dernières mesures devraient arriver à être quasiment toutes payées, si ma mémoire est bonne. Mais avec un retard très important, donc, qui est dommageable pour la profession et qu'on déplore autant qu'elle. Mais pourquoi expliquer que sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 800 porteurs de projets, qui a nécessité pratiquement la création de 800 logiciels pour la mise en paiement des MAE. Donc, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une désorganisation d'avoir une politique de l'eau au sein du territoire, où chacun des porteurs de projets, ils vont pour aller manger au râtelier, quoi, je veux dire. Auteur de projet, en tout cas, nous, on n'a pas de financement spécifique par rapport à MAE, on est juste entre guillemets guichet, c'est-à-dire qu'on est en interface entre les services de l'État et l'agriculteur pour une contractualisation mesure agroenvironnementale. Effectivement, il y a un opérateur par type d'enjeu. Donc il y a l'enjeu potable, mais aussi il y a tout l'enjeu biodiversité dans le cadre des mesures agroenvironnementales, avec l'ensemble des zones Natura 2000. Et effectivement, c'est pas 800 logiciels, hein. Effectivement c'est du paramétrage après logiciel, mais je ne travaille pas pour les services de l'État, donc je ne peux pas vous dire la cuisine. Non, c'est l'autorité de gestion qu'aujourd'hui en charge de paiement et qu'aujourd'hui il y a on fasse la transition, tu me fais signe. Hein? Ouais, il faut éviter que ça tombe dans le... Parce qu'il y a une telle désorganisation sur le nombre de porteurs de projets au sein du territoire de l'Aquitaine. Ça n'a pas été l'unique facteur, mais c'est quand même un problème. Un élément majeur. Voilà, donc il y a aussi l'agriculture biologique qui est prise aussi là-dessus, parce que je crois qu'ils ont des paiements en retard et pas que sur les 6 derniers mois. Donc il y a des problèmes aussi de ressources de l'État qui n'arrivent pas à assumer les engagements qu'elles ont fait prendre sur le plan contractuel. Donc c'est aussi dommage pour les mesures d'accompagnement de la protection de l'eau, et notamment reprochées dans le côté un peu contractuel, engagement un peu volontaire, mais pour l'agriculture, l'agriculture biologique, ça l'est aussi. Hein, parce que la période de transition est une période très fragile pour une exploitation qui peut mettre la cabane sur le chien d'un coup d'un seul. Hein. Donc s'il n'y a pas de la trésorerie pour accompagner les 5 années de transition, ça peut devenir vite chaud.